Éric, comme professeur, tu as largement participé à ma formation à l'École française d'analyse psycho-organique, méthode qui considère la personne dans sa globalité, comme à la vie nouvelle. Je t'ai expliqué notre mouvement et sa dimension personnaliste, et combien ce mouvement a compté dans mon histoire depuis mon entrée au groupe de Rennes en 1975 et encore maintenant à l'atelier fédéral spiritualité. Aujourd'hui, avec cette conférence, tu introduis notre colloque « Avons-nous raison d'avoir peur ?» À partir de ton expérience de psychologue clinicien et de psychothérapeute, tu nous sensibilises à notre thème. Peut-être veux-tu te présenter un peu plus et nous dire d'où tu nous parles. Bon, merci Annick. Alors, je vais un peu bien sûr me présenter, mais je voudrais peut-être... Il faut parler plus fort, c'est ça ? Mais je voudrais d'abord peut-être commenter un petit peu la situation par rapport au thème, dans le sens où je ne vous connais pas. Donc, je peux vous vivre comme des étrangers, ou je peux me vivre comme un étranger parmi vous, ce qui d'emblée crée une situation, bien évidemment, qui peut stimuler une part d'anxiété. Néanmoins, j'ai eu un de vos émissaires qui est venu me contacter, Annick, qui par ailleurs participe donc, que je connais par le biais des formations dans lesquelles j'ai pu la rencontrer. Et donc, il y a donc forcément des points d'articulation et des points de jonction. Mais déjà, vous voyez, on peut déjà faire ce premier commentaire que chaque groupe, finalement, crée une forme de clôture, une frontière auto-organisationnelle. Et déjà, il y a un intérieur et un extérieur. Et à partir du moment où il y a un intérieur et un extérieur, forcément, il y a des phénomènes d'exclusion. Et donc, des tensions à ces frontières. Hein, voilà. Alors, moi, je suis effectivement, comme le disait Annick, professionnellement, je pratique la psychothérapie. J'ai une formation de psychologue clinicien. J'ai différentes formations à la psychothérapie, allant de la psychanalyse à des psychothérapies plus relationnelles. Donc, ma pratique, pour une part, est une pratique clinique avec donc des patients. Et c'est vrai que dans le travail d'accompagnement thérapeutique, la question de la peur existe, puisque finalement, ce que nous rencontrons beaucoup et qui est très particulier de la personne humaine, je le développerai certainement, c'est que pour une bonne part, nous avons peur de nous-mêmes, ou nous avons peur de parties de nous. Je vais essayer, alertez-moi. Mais il faut que je trouve mon équilibre aussi, mon écologie avec cette situation et ce micro. Et donc voilà, continuez à m'alerter, je vais essayer de m'adapter. Hein, donc oui, je vous disais donc effectivement une de nos caractéristiques, nous les êtres humains, c'est que nous pouvons avoir peur de nous-mêmes, et en particulier de parties de nous-mêmes, que ce soit des pensées que nous avons, que ce soit des émotions que nous avons, que ce soit des affects. Par ailleurs, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de travailler avec Max Pagès, qui est un psychothérapeute, mais aussi un psychosociologue, et qui a écrit un livre, entre autres, enfin qui a plutôt dirigé un livre qui pourra vous intéresser, et qui s'appelle « La violence dans le politique », et qui propose des notions dont je vous parlerai, hein, qui sont à l'articulation justement du psychologique et du sociologique et du politique, et qui concernent donc la fonction des groupes, la fonction des institutions, et des articulations entre le psychologique et le sociologique. Et puis j'ai aussi donc
travaillé avec Toby Nathan, donc, qui a fondé l'hypnopsychiatrie en France, et donc qui, je dirais, de par sa clinique, a développé un parti pris tout à fait intéressant, en considérant donc vraiment les cultures dans leur singularité et en refusant, dans cette considération, une forme d'ethnocentrisme par laquelle nous avons l'habitude de juger justement les cultures et leurs pratiques à partir des convictions que nous prétendons universelles, nous les soi-disant modernes, et qui est bien évidemment une question centrale concernant là aussi et la violence et la peur de l'autre, qui génère bien sûr de l'exclusion. Alors, pour comment dire, la question de la peur concentre bien évidemment tout un ensemble de questions. Alors, on peut se demander, est-ce que la peur est une émotion? Est-ce que la peur est un sentiment? Est-ce que c'est une production individuelle qui appartient au monde privé? Est-ce que c'est une production groupale? Autrement dit, quelque chose qui se construit socialement, collectivement, et qui se produit aussi socialement, collectivement? Est-ce que la peur est corporelle? Est-ce qu'elle est psychique? Est-ce qu'elle est innée? Est-ce qu'elle est acquise? La peur est-elle normale? La peur est-elle pathologique? Est-elle une ressource? Est-elle une angoisse? Certainement tout cela à la fois. Et au travers de ces questions et de ces oppositions, ce qui apparaît d'emblée, c'est l'extrême complexité de cette notion de peur. Donc ça recouvre effectivement tout un ensemble d'aspects, et à partir de ma propre compréhension et de mon expérience, je vais bien évidemment de façon partielle en développer certains aspects. Je m'appuierai sur les neurosciences pour une part, sur la psychanalyse pour une autre part, et sur la psychologie ensuite. Alors, pour parler de la peur, nous allons commencer avec la question du corps, ce qui ne devrait pas tout à fait vous étonner, compte tenu que je suis ce qu'on appelle un analyste psycho-organique. C'est-à-dire que dans notre pratique thérapeutique, nous nous intéressons de ce qui part du corps et qui va jusqu'à la pensée, et inversement, de ce qui part de la pensée et qui nous amène jusqu'au corps. Alors, les chercheurs en neurosciences, Francisco Varela, Antonio Damasio, affirment que la première intention de l'individu, et quand je parle d'un individu, je ne parle pas d'un homme, je parle d'un individu vivant, et vous verrez que je parle même au départ d'un être unicellulaire, mais que la première intention d'un individu est la protection de sa survie. Et cela commence dès le niveau unicellulaire. Alors, prenons par exemple une paramécie, qui est donc un être unicellulaire. Eh bien, une paramécie... C'est un mot que je comprends pas. Para quoi? Une paramécie. Voilà. Imaginez une cellule. Voilà, un organisme vivant constitué d'une seule cellule. D'accord? Voilà, avec des petits cils autour. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que cet être unicellulaire n'a pas de cerveau. Okay? Pourtant, c'est un être qui agit. Et qui agit avec une intention. Et en particulier, c'est un être donc qui va éviter ce qu'il perçoit comme milieu défavorable ou dangereux, et qui va inversement se rapprocher de ce qui lui apparaît comme intéressant, comme par exemple
une bactérie qui stimule sa gourmandise. Alors, qu'est-ce que l'on voit autour de cela, donc à un niveau très très élémentaire de la vie? C'est que déjà une intentionnalité existe, et que ce qui organise cette intentionnalité, c'est un principe de survie. Et que dans ce principe de survie, eh bien, on peut dire qu'il y a une double orientation, à la fois donc un principe d'évitement, et là bien évidemment on commence à penser à la peur, bien évidemment, hein, et au contraire, un principe qu'on pourrait qualifier d'affiliation, un principe donc d'aller vers, un mouvement désirant, d'accord, qui lui donc oriente vers ce qui peut être une source d'intérêt, de satisfaction, globalement de vie. Alors, on pourra déjà dire ici que ce premier niveau d'organisation et de conduite préfigure ce qui sera l'émotion. Hein, nous avons là donc une forme d'émotion embryonnaire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette émotion n'a pas besoin de niveau psychique pour exister. Point le cerveau, point le système nerveux. Et pourtant, nous pouvons, je dirais là, dire qu'il s'agit d'une forme de conduite émotionnelle. Il y a bien perception d'un milieu, il y a bien donc une forme d'analyse d'un milieu, et il y a une forme de positionnement. Hein. Alors bien sûr, il n'y a pas conscience d'un affect. Hein, la paramécie n'a pas peur. Hein, mais pour autant, il y a déjà quelque chose de très organisateur à partir de la dimension organique, hein, de la chose. Donc, ce niveau-là, hein, ce niveau organique, eh bien, nous apprend que notre corps, et là je parle donc d'un être plus complexe, hein, que ce soit l'animal, que ce soit l'homme, mais donc notre corps est à même d'enregistrer, à notre insu, hein, tout un ensemble d'informations qui sont des formes de lecture de l'environnement, et les traduire, hein, à un niveau donc interne, non psychologique, non affectif. Alors Damasio est en train justement à ce sujet d'essayer d'identifier ce qu'il appelle des cartes neurales, et qui sont en fait des cartes dans le cerveau qui se reconfigurent en permanence, d'accord, et qui donc donne des formes de traduction de l'ensemble des paramètres que le corps fournit à ces cartes. Et donc il y a une espèce comme ça de lecture interne, hein, non psychologique, des états du corps, à partir de tout un ensemble de données, hein, sensorielles, entre autres, qui donnent des informations. Hein, donc c'est inconscient, hein, ce n'est pas de l'inconscient freudien, hein, mais ce sont des fonctionnements inconscients et qui vont avoir des effets bien évidemment ensuite déterminants pour la lecture qui se fera sur des plans plus élaborés, comme ceux du sentiment ou comme ceux de la conscience. Alors, si nous pouvons dire donc à partir de cette première introduction que l'émotion est essentiellement donc organique, corporelle, eh bien le sentiment, lui, sera la traduction psychologique de l'émotion. Autrement dit, nous pouvons avoir des émotions sans sentiment, d'accord, ou, on peut le dire encore différemment, le sentiment est la traduction élaborée d'un niveau émotionnel non conscient. Donc pour accéder au sentiment,
eh bien, cela suppose de pouvoir traduire tout un ensemble donc de schèmes réflexes, qui sont ceux de l'émotion, au travers d'une traduction psychique et donc de représentation mentale. Alors, représentations mentales, ce sont quoi? Ce sont bien évidemment des représentations de soi, des représentations qui touchent l'image de la personne, mais ce sont aussi des représentations qui sont celles que nous avons du monde qui nous entoure. Alors, première conclusion, concernant la peur, nous pouvons déjà dire que, probablement, que la peur est un sentiment, ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment. Et deuxièmement, qu'elle est issue d'une émotion, voire de plusieurs types d'émotions. Il n'est pas sûr qu'un seul type d'émotion conduise à la peur. Vous verrez d'ailleurs que, un peu plus loin, dans cette idée que finalement, sous le sentiment peur, se développe certainement une multiplicité d'émotions, je serai amené à parler plus d'angoisse que de peur. L'angoisse étant quelque chose justement de plus diffus, de moins organisé que la peur. Alors, à partir de là, on peut peut-être aussi déjà conclure que la peur, donc, est certainement un sentiment universel, lui, qui appartient donc à tous les hommes. Et en tant que sentiment universel, il a certainement une fonction déjà très très importante, qui est celle de se préserver de milieux jugés hostiles et de s'approcher de ce qui est jugé comme étant source de satisfaction et d'apaisement. Alors, je vous ai parlé des neurosciences. J'ai enlevé ma veste, je vous prie, patientez un instant. Alors, je vous ai parlé là de ces travaux sur les neurosciences et de cette identification de ce principe de survie. Il est intéressant que dans son propre cheminement, Freud avait déjà fait une hypothèse qui était assez similaire en disant qu'un des principes qui régissait le fonctionnement psychique était le couple plaisir-déplaisir. C'est-à-dire qu'avec donc le plaisir, qui était vraiment ce qui constituait et ce qui était investi d'énergie de vie, des forces de vie, et le déplaisir, donc ce qui était donc moteur effectivement d'évitement, voire de déliaison. Alors à cette dynamique plaisir-déplaisir, eh bien nous ajouterons la dynamique sécurité-insécurité, qui est donc quelque chose de fondamental, bien évidemment, dans ce qui régule et ce qui motive le fonctionnement psychique. Alors, bien sûr, passer d'une paramécie à un être humain ne va pas de soi, parce qu'il est évident que ce qui constitue un milieu hostile pour une paramécie, eh bien, ne correspond pas tout à fait à ce que peut être un milieu hostile pour un être humain. En effet, l'homme est capable d'avoir peur de lui-même, de ses sentiments, de ses pensées, de ce qu'il imagine. Mais n'allons pas trop vite en ce domaine et continuons à différencier ce qui est du registre de l'émotion et ce qui est du registre du sentiment. Schématiquement, donc toujours dans cette différenciation, nous dirons que les émotions se manifestent corporellement. Et vous savez que lorsque l'on a peur, il y a des manifestations physiques. Il y a des manifestations, mobilisation du système sympathique,
par exemple, hein, il y a des manifestations neurovégétatives, etc. Il y a toujours une dimension physique liée à l'émotion. Mais lorsque nous sommes du côté du sentiment, et donc c'est couplé bien évidemment, vous l'avez compris, hein, un sentiment correspond à une émotion, hein, nous sommes sur le registre psychique. Alors il y a des petites expériences qui montrent cela. Hein. Par exemple, en situation d'expérimentation, lorsque on demande, on passe un certain nombre d'images hein, qui suscitent des émotions à un sujet, eh bien, on peut par exemple mesurer justement la présence d'émotions en mesurant la conductivité de sa peau. Et on peut lui demander en même temps à ce sujet de manifester par la main qu'il éprouve lui un sentiment. Et donc on soumet cette personne à un ensemble de stimulations visuelles, évocatrices pour elle. Eh bien on s'aperçoit que les appareils enregistrent la conductivité, la modification de la conductivité de la peau avant que la personne, de sa main, indique qu'elle éprouve un sentiment. Il y a donc là bien, je dirais, un écart entre le niveau corporel, organique, et le niveau psychique, montrant là, en quelque sorte, la présence de ces deux niveaux. Et il y a bien donc traduction, en quelque sorte, subjective, hein, c'est ça la peur, traduction subjective de quelque chose qui est vécu organiquement et qui est du registre de l'émotion. Alors, au niveau des neurosciences, eh bien, je vous ai dit que Damasio travaillait sur ces cartes neurales, hein, qui semblent être organisatrices justement de l'émotion, hein, mais il n'a pas encore identifié, et d'autres chercheurs apparemment non plus, hein, n'ont pas identifié au niveau neuronal comment se passe la jonction de l'émotion au sentiment. Pour l'instant, c'est un mécanisme qui ne semble pas identifié. Alors, ce que nous pouvons peut-être néanmoins affirmer, c'est que dans ces phénomènes de traduction de l'émotion au sentiment, eh bien, lorsqu'on a affaire à un cerveau complexe, comme celui de l'homme, eh bien, cette traduction va certainement se faire à partir d'un ensemble d'éléments appris, constitués de valeurs, de croyances, qui renvoient à l'histoire de chaque personne, et donc laissant pour une bonne part de la place à l'imaginaire individuel et aux croyances véhiculées par les adultes de référence et les groupes sociaux d'appartenance. Et donc, le sentiment de peur hein, n'est pas simplement, si vous voulez, une espèce de traduction comme ça immédiate hein, de l'émotion, mais on peut certainement penser que ce sentiment de peur est repris, bien évidemment, dans les niveaux complexes hein, de l'organisation de la psyché, et que donc tout un ensemble de valeurs vont être associées à ce sentiment de peur. Et donc là où les neurosciences, et en particulier le travail de Damasio, travaillent sur un espèce de principe ascendant, en quelque sorte, perception organique, émotion, sentiment, eh bien nous pouvons postuler en fait aussi un principe descendant. C'est-à-dire que nous pouvons construire des peurs. C'est-à-dire que notre monde psychique, notre monde de valeurs, peut lui-même, d'accord, par nécessité identitaire, par nécessité de cohérence, par nécessité de sécurité, construire des univers qui, par définition, vont créer, d'accord, un extérieur hein,
qui, par essence, étant du domaine de l'indéfini, va forcément susciter inquiétude et effroi. C'est un peu ce que je commentais en vous disant que, potentiellement, en vous rencontrant, la situation pour moi est une situation de peur. N'ayant pas accès, d'accord, à votre univers, je grossis le trait, bien évidemment. Hein. Je donne moi-même, j'organise des colloques dans ce centre. Donc je me dis qu'on n'est pas si étranger que ça. Mais pour grossir le trait, si vous voulez, hein, y a forcément, je dirais, une cohérence qui vous appartient, et vous n'allez pas aimer que je remette en cause votre cohérence. Et je sais par expérience, ce n'est pas mon but. Hein. C'est pas du tout mon but. Hein. Je ne sais pas, d'ailleurs, si ça peut remettre en cause vos cohérences. Mais inévitablement, on le sait, hein, la rencontre avec des mondes étrangers remet fondamentalement en cause les cohérences humaines. Voilà. Hein, on ne va pas, bien évidemment, extrapoler sur les situations actuelles qui parlent bien évidemment beaucoup de cela. Donc, dans les peurs, eh bien, dans cette traduction hein, de l'émotion au sentiment, hein, et dans ce qui s'articule au sentiment, donc il y a des valeurs, des croyances, et donc bien évidemment l'expérience de tout un chacun est construite, est présente, dans ses propres peurs. Alors, dans notre méthodologie que nous utilisons, Annick et moi, qui s'appelle l'analyse psycho-organique, eh bien, nous avons une notion qui est très proche de la notion de croyance, qui est la notion de contrat. C'est-à-dire l'idée, si vous voulez, que qu'est-ce qui se passe pour un être humain hein? C'est que le monde tel qu'il nous apparaît, fondamentalement, est un monde construit. Il ne faut pas croire que développer sa pensée, développer sa cognition, c'est en fait découvrir peu à peu ou traduire peu à peu psychiquement un monde qui existerait dehors, je dirais dans sa cohérence et sa réalité, et qu'il faudrait peu à peu traduire à l'intérieur de nous. Non. En fait, en même temps que nous construisons des pensées, parallèlement nous construisons le monde que nous observons. Hein, voilà. Hein, c'est-à-dire que le monde et la pensée sont deux co-émergents. Il n'y a pas un monde objectif, d'accord, et une pensée qui fait le travail d'accéder de plus en plus objectivement à ce qu'est le monde. En fait, le monde nous apparaît à partir de ce que nous pouvons en observer. Et notre système d'observation du monde est toujours un système de pensée. Alors ça peut être des pensées très élaborées, hein, comme les pensées scientifiques, bien sûr. Et donc, dans notre vie, hein, nous avons, pour nous construire, eh bien, nous allons, tout au long de notre vie, construire, bien évidemment, des systèmes de pensée, depuis tout petit bébé, hein, ça commence, des systèmes de pensée que nous allons automatiser. Sinon, vous vous rendez compte, si nous devions à chaque instant reconstruire notre théorie du monde, hein, chaque matin, hein, si on avait défait ce que l'on avait construit la journée, ça serait une entreprise bien évidemment impossible. Et donc tout au long de notre vie, nous construisons de petites théories portatives, en quelque sorte, qui nous permettent de nous mouvoir dans le monde sans effroi. D'accord ? Nous n'avons pas peur. Tous les matins, nous rencontrons la porte, et nous avons avec un contrat, en quelque sorte, avec la porte, qui est que si nous mettons la main sur la poignée, elle va s'ouvrir. D'accord ? Le jour, bien évidemment, où on voit les murs se rapprocher, où l'espace se rétrécir, à ce moment-là, hein, nous éprouvons un énorme effroi. Hein, ce qui peut arriver, hein, lorsque par exemple on a une tumeur, un trouble neuronal, etc. Hein, ou ce qui peut arriver lorsqu'on se retrouve par exemple hospitalisé, qu'on se retrouve à moitié nu sur un brancard, d'accord, et qu'il y a tout un univers médical autour de nous. Et là, on n'a plus de théorie pour penser le monde. Et à ce moment-là, bien évidemment, une peur intense nous saisit. Alors, donc, par rapport à notre propre construction, nous allons construire des contrats. Pour une part, nous empruntons par imprégnation, par éducation,
nous empruntons nos croyances, nos contrats, d'accord, aux groupes dans lesquels nous sommes fabriqués, mais nous allons aussi, chacun d'entre nous, au travers de nos expériences personnelles, construire nos propres contrats. Donc nous aurons aussi nos propres peurs. Il est clair que nous avons des peurs individuelles. Au fond, souvent, en tant que psychothérapeute, on s'occupe de peurs qui se sont automatisées dans l'enfance et qui, à certains moments, peuvent entraver la vie des adultes. Okay? Je rappelle que les peurs sont utiles. Elles ne sont pas inutiles, bien évidemment. Mais des peurs que nous avons structurées à certains moments, dans certains univers, et que nous avons automatisées à notre insu, qui fonctionnent à notre insu sans le savoir, peuvent devenir, bien évidemment, excessivement encombrantes, parfois, pour certaines personnes, lorsqu'ils doivent, de façon autonome, construire leur vie d'adulte. Toujours concernant le passage de l'émotion au sentiment, eh bien, le domaine clinique peut nous amener là des réponses intéressantes. Et en particulier, les chercheurs qui se sont occupés de l'observation des nourrissons, et puis les thérapeutes et chercheurs qui ont travaillé autour des interactions précoces. En effet, comment ça se passe avec un petit bébé ? En fait, à la naissance, un bébé présente d'emblée des émotions. C'est-à-dire qu'il agit, il réagit, il montre avec son corps de la détente, ou au contraire de la tension. Et il manifeste parfois des cris, des agitations. Et il manifeste d'emblée des émotions. Mais qu'est-ce qui se passe autour de ces émotions ? Eh bien, c'est qu'il y a un environnement parental qui, lui, interprète ces émotions avec des sentiments. Lorsque le bébé sourit, le sourire est une conduite réflexe. C'est une conduite émotionnelle, réflexe. Le parent attribue un sentiment au sourire. Lorsque le bébé pleure, qu'il décharge sa tension par une agitation et des pleurs, ce n'est pas un sentiment, c'est une émotion. Et à cette décharge, réflexe, émotionnelle, le parent, lui, propose une traduction au travers de son sentiment. Autrement dit, eh bien, les parents traduisent en sentiment l'activité ou l'expression émotionnelle des nourrissons. Okay ? Et donc, nous avons là, probablement, ce qui est en tout cas du point de vue psychologique et clinique, ce qui peut être un point d'articulation entre émotion et sentiment, c'est que les sentiments, nous les découvrons dans l'interprétation d'autrui. Lévinas avait cette phrase, il disait que nous sommes d'abord noués aux autres avant d'être noués à nous-mêmes. Et dans cette description des interactions précoces, eh bien, on voit bien que, fondamentalement, le sentiment premier, il vient de qui ? De soi, de l'autre, des deux, certainement à l'interface des deux. Mais vous voyez combien, d'accord, le sentiment parental associé à l'émotion primitive va avoir une énorme incidence sur la façon, justement, dont le bébé va lui-même créer un sentiment concernant ses propres expériences émotionnelles. Winnicott, dont vous avez bien sûr entendu parler, pédiatre psychanalyste, disait que le visage de la mère est le premier miroir du bébé.
au sens où il découvre ses propres sentiments dans l'expression du visage maternel. D'accord ? Alors, ça c'est quand même très très intéressant. Hein, ce point de jonction qui témoigne, hein, en tout cas c'est notre conviction et on travaille avec ça beaucoup. Hein. Vous savez, nous quand on veut aider par exemple des parents à accompagner leurs enfants, hein, bien souvent, hein, il n'est pas très judicieux de commencer à vouloir prendre en charge les enfants sans se préoccuper des émotions qui traversent les parents. Je vous donne un petit exemple clinique, par exemple. Hein. C'est une maman italienne qui appelle pour son garçon qui a 12 ans, qui a des tics, et son garçon qui a 9 ans, pardon, qui a des tics et une énurésie depuis qu'il y a 2 ans, son frère a été écrasé par une voiture. Quand on écoute cela, alors je vais vous donner des détails peut-être sur la situation. Cette voiture était conduite par un chauffeur qui a fait une crise cardiaque. Les enfants, ils étaient 3. Donc la sœur aînée, frère aîné et ce petit garçon, ils étaient 3 sur le trottoir. Et la voiture a écrasé donc le frère. Hein. La sœur et ce jeune garçon, eux, ont été touchés, mais de façon beaucoup plus légère. Hein. Et le frère est resté sous la voiture. Hein. Il n'est pas mort, il a eu de nombreuses contusions, etc. Et donc, bien évidemment, les enfants ont assisté à ça de façon très, très, très dramatique. Bien. Donc, on se dit, ben voilà, c'est un enfant qui est traumatisé par cet accident, et ça va de soi que il a été effrayé, il a eu une peur gigantesque, ce qui explique les tics certainement et son énurésie. Bon. Mais en fait, il s'avère que les choses sont beaucoup plus complexes. Parce que, en découvrant un petit peu plus la situation, la maman dit, ben figurez-vous qu'on a décidé de quitter l'Italie. Parce que depuis 2 ans que cette situation a existé, eh bien, nous ne vivons plus. Alors là, les choses changent de forme quand même là. On n'a plus simplement un petit enfant qui est effrayé. On entend que la famille ne vit plus. Tac, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui habite la famille? Parce que, bien évidemment, c'est un drame, bien évidemment, c'est douloureux. Et pourquoi on ne vit plus? Il y a donc autre chose. Et puis finalement, en explorant, ce qui s'avère, c'est que la mort est une question centrale chez la maman. Je ne sais pas encore chez le papa. C'est tout neuf tout ça. Hein, je ne sais pas encore chez le papa. Mais chez la maman, la mort est une question centrale. Elle a vécu à 20 ans la disparition de sa mère. Et en fait, c'est un deuil qu'elle n'a pas fait. Elle a vite construit sa vie à partir de là. Elle avait donc misé vraiment de façon très inconsciente sur sa famille. Sa famille était son rempart contre la mort. Et imaginez, son bien le plus précieux, ses enfants, justement, tout ce qu'elle faisait pour faire un rempart contre la mort, d'accord, mort de sa propre mère, eh bien, ça fait effraction dans sa propre famille. Et là, ce que l'on suppose, c'est que, bien évidemment, cet enfant a fait certainement une expérience traumatique, mais que cette expérience traumatique est renforcée, bien évidemment, par les réactions émotionnelles inconscientes de la mère. La mère ne sait pas qu'elle revit la relation au deuil de sa propre mère. Elle ne le sait pas. Par contre, le corps le sait. Les émotions expriment cela. D'accord ? Et à partir de là, on peut faire l'hypothèse que ces conduites autour de
comment dire, de cet accident sont des conduites qui deviennent chargées des émotions de l'histoire passée. Voilà tout à fait les univers humains. D'accord ? Ce sont des univers d'une extrême complexité. Et dans notre travail, ce que l'on essaie de faire, enfin moi qui travaille beaucoup avec les enfants et les familles, c'est justement non pas de pathologiser, d'accord, trop rapidement les conduites des enfants, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une famille a perdu sa fonction thérapeutique. Et donc, éventuellement, quelles sont les peurs, on pourra dire les angoisses, qui font que on ne peut plus accompagner, d'accord, aider les enfants à traverser leurs épreuves. J'ai encore 5 minutes. On fait un débat. Je vous fais une autre proposition. Alors je vais faire vite, mais je vais basculer sur un autre domaine. Schématiquement, donc, faut que je trouve ma bascule sur 5 minutes. Non, c'est important que vous preniez la parole. Il en faut, et j'essaierai de vous donner d'autres informations dans le débat. Ce que je peux vous dire aussi, peut-être très rapidement, c'est que les peurs vont se développer avec la complexification du cerveau. Par exemple, il est très intéressant de voir que chez un bébé, eh bien, le sentiment de peur apparaît par exemple, des premiers sentiments de peur, je ne parle pas des angoisses archaïques, parce qu'il y a des angoisses archaïques primitives qui existent bien avant, mais un des premiers sentiments de peur qu'on observe, c'est à 8 mois, la peur de l'étranger. Et ça, c'est un signe, justement, du développement des structures psychiques individuelles. Et plus, bien évidemment, les structures psychiques se développent, plus elles se complexifient, plus, bien évidemment, la question de la peur va émerger. Alors, je fais ma conclusion et puis on va passer au débat et peut-être je reviendrai sur les institutions après. Là, ce que vous voulez me dire tout de suite, c'est pas évident. Non, je reste pour le débat, s'il vous plaît. Alors, je conclurai avec la question suivante. Quand je rencontre une peur à l'extérieur, de quelle part de mon théâtre intérieur cela s'agit-il ? Toute peur d'une situation, d'un objet, d'un animal, d'une personne, peut certes être un traitement rationnel de la réalité. Il peut être très sain de ne pas approcher sans garde de certaines situations ou de certaines personnes, car il y a un réel danger. Pour autant, vous l'aurez compris, on ne peut mettre de côté la dimension imaginaire de la peur. Les peurs très humaines, comme celle d'aimer, d'être aimé, de réussir, d'entreprendre, les peurs de plaire, de déplaire, de dire oui, de dire non, de choisir, de reconnaître ses désirs, sont, pour une bonne part, imaginaires. Elles sont aussi tellement propres à l'être humain. On pourrait même dire qu'elles qualifient l'être humain. Et c'est pour cela qu'il est très important que ces peurs se partagent, s'expriment, se disent. La peur, ici, n'est pas une faiblesse, mais elle témoigne d'enjeux propres à la personne. Ces enjeux sont ceux de ses désirs, des désirs de la personne, dans la coexistence. Il est donc important de ne pas avoir honte de ces peurs. Merci. Merci Eric.
Bon, nous allons prendre 20 minutes.